Sur une gelante nuit d'octobre à Aurora, Colorado, tandis que des vents de montagne hurlaient à travers les rues vides, un jeune homme travaillant le quart de nuit dans une petite station-service au bord de la route est accidentellement entré dans un tournant dans sa vie. Il a aidé une étrangère, une femme dans un besoin désespéré, qui n'avait pas assez d'argent pour l'essence pour rentrer chez elle avec son jeune enfant dormant profondément sur le siège arrière. Cet acte de gentillesse n'a duré que quelques minutes, mais il n'a pas échappé aux yeux de son gérant impitoyable. Sans écouter une seule explication, l'homme l'a licencié sur le champ, malgré le fait qu'il n'avait absolument rien fait de mal. Après des années à donner tout ce qu'il avait, à faire des heures supplémentaires, à échanger des corps, à sacrifier d'innombrables choses juste pour garder le travail, il s'est retrouvé à marcher silencieusement vers chez lui, au chômage, rempli de regrets et d'une oppression dans sa poitrine. Pourtant, au fond de lui, sachant toujours qu'il avait fait de la bonne chose. Ce qu'il n'attendait pas, c'est que le destin lui préparait un cadeau dont il n'avait jamais osé rêver. Parce que le lendemain matin, une élégante Rolls-Royce Phantom noire s'est soudainement arrêtée devant sa vieille maison usée, transportant une opportunité pas comme les autres. Une assez puissante pour changer les vies de lui et de son jeune enfant. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, les histoires sur la vie, sur les gens, sur la gentillesse qui est récompensée, appuyez sur suivre pour ne pas manquer les récits que nous partageons chaque jour. Mais la vraie question est, qui était exactement la femme de la nuit dernière? Et pourquoi une Rolls-Royce s'est-elle présentée à sa porte le lendemain matin? Matthew Clark a cru un jour en une chose très simple. S'il travaillait dur, la vie finirait par s'améliorer. À 28 ans, il se tenait derrière le comptoir de la station-service Rocky Mountain, un petit arrêt juste à côté de l'autoroute I-7, travaillant sans relâche chaque nuit pour élever sa petite fille et rembourser les dettes massives qu'il n'avait même jamais créées. Contrairement à ses pères qui jouissaient encore de leur jeunesse insouciante, Matthew passait d'un corps à l'autre, travaillant tout en étant père, s'occupant d'Ella, sa fille de 6 ans aux cheveux bruns bouclés et à un sourire doux comme le soleil du matin. Matthew avait des rêves, bien que pas grandioses. Il souhaitait juste qu'un jour il n'ait pas à compter chaque dernier dollar ou à s'inquiéter de savoir s'il aurait assez d'argent pour acheter du lait pour sa fille cette semaine-là. Mais pour l'instant, il acceptait le rythme tranquille de ses quarts de nuit. Il connaissait chaque client régulier, les chauffeurs de camions qui avaient besoin de café fait comme il l'aimait, les infirmières s'arrêtant avant un long quart de nuit, les ouvrières d'usine prenant une collation rapide avant de se rendre à la chaîne de production. Il a appris la gentillesse de sa mère, une femme qui travaillait 2 emplois juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. Et puis tout a changé quand il a rencontré Rebecca. 7 ans plus tôt, Matthew, alors seulement âgé de 21 ans, était plein d'espoir pour l'avenir. Il a rencontré Rebecca dans un bar local. Elle était belle, énergique et aimait parler de grands rêves. Ils sont tombés amoureux rapidement, se mariant seulement 6 mois plus tard. 1 an après cela, Ella est née. Le bébé aux grands yeux bleus ronds qui faisait fondre le cœur de Matthew chaque fois qu'il la regardait. Au début, la vie était encore acceptable. Rebecca travaillait à temps partiel et Matthew travaillait à temps plein à la station-service. Ils n'étaient pas riches, mais ils savaient l'un l'autre. Puis tout a commencé à s'effondrer. Matthew a lentement remarqué les changements, Rebecca rentrant plus tard, protégeant son téléphone de près, et surtout, de l'argent disparaissant sans laisser de traces. Au début, c'était seulement 50 $, 100. Il supposait qu'elle achetait des choses pour elle-même ou pour Ella. Mais ensuite, les montants sont devenus 500, 1000. Les cartes de crédit étaient à découvert. Les appels des créanciers venaient sans fin. Une nuit, Matthew l'a suivi, et son cœur s'est brisé quand il a vu Rebecca entrer dans un casino à la périphérie de la ville. Il s'est assis dans la voiture, regardant les lumières néons clignoter sur son visage, sentant comme si son monde entier s'effondrait. Confrontée, Rebecca n'a pas nié. Elle a pleuré, a promis de changer. Et Matthew l'a cru. Il l'a toujours cru.
Mais les promesses se sont brisées encore plus vite qu'elles n'avaient été prononcées. Au cours des 3 années suivantes, Rebecca s'est enfoncée plus profondément dans le jeu. Elle a emprunté de l'argent à des personnes dangereuses. Elle a mis en gage le bracelet de la mère de Matthew, la seule chose qu'il avait encore d'elle. Chaque dollar que Matthew travaillait si dur à gagner a disparu dans le puits sans fond appelé, juste une dernière fois, bébé. Je promets, Ella n'avait que 4 ans à l'époque. Elle a commencé à demander « Papa, pourquoi maman n'est pas à la maison? » Matthew a gelé. Comment pouvait-il dire la vérité à une enfant qui ne savait que dessiner des fleurs et dormir avec son ours en peluche jusqu'à la nuit fatidique il y a 2 ans? Matthew est rentré après un quart de nuit, son corps si épuisé que ses mains tremblaient en tenant les clés. Mais quand il a ouvert la porte, il a gelé. L'appartement était vide. Pas le genre de vide quand quelqu'un sort un instant, mais vide comme si une tempête était passée. Le placard de Rebecca était dépouillé. Bijoux, chaussures, tout était parti. Sur la table de la cuisine se trouvait une simple note. « Matthew, je suis désolé, je ne peux pas continuer. La dette est trop grande. Ils me trouveront. Je ne veux pas vous entraîner. Toi, là-dedans. S'il te plaît, pardonne-moi, Rebecca. » Les mains de Matthew ont tremblé. Il s'est effondré sur le sol, serrant la note, et pour la première fois depuis la mort de sa mère, il avait pleuré, pas parce qu'il avait perdu Rebecca, mais parce qu'à partir de ce moment, il a dû faire face seul à 77 000 $ de dettes de cartes de crédit, de prêts bancaires et de dettes envers des organisations dont il n'avait même jamais entendu parler. Et Ella, la petite fille, dormant paisiblement dans la pièce d'à côté, ignorant que sa vie venait de prendre un tournant qui la changerait pour toujours. 2 ans se sont écoulés. Matthew s'était habitué à être un père célibataire. Il travaillait 60 à 70 heures par semaine pour élever sa fille et payer ses dettes. Chaque mois, il payait 200 $ pour les prêts, 800 $ pour le loyer, et le reste allait à la nourriture, aux services publics et aux frais de scolarité d'Ella. Des chiffres s'accumulant comme une montagne qui ne semblait jamais rétrécir. Heureusement, Madame Catton, la voisine de 65 ans, était un ange pour Matthew et sa fille. Elle gardait Ella chaque fois qu'il travaillait le quart de nuit, apportant parfois une marmite de soupe ou un plateau de lasagne avec sa phrase habituelle. « J'ai fait trop, Matthew. Ne le laisse pas se gâcher. » Matthew savait qu'elle ne faisait jamais trop, mais il savait aussi qu'il n'était pas en position de refuser la gentillesse de quiconque. Il avait autrefois des rêves, aller à l'université, étudier l'ingénierie ou les affaires. Mais maintenant, son seul rêve était qu'Elia grandisse dans un foyer stable où elle n'aurait pas à s'inquiéter comme il l'avait fait autrefois. Ses collègues de la station-service connaissaient son histoire. Ils le respectaient car il ne se plaignait jamais, n'arrivait jamais en retard, ne refusait jamais un quart difficile. Mais dernièrement, tout était devenu étouffant. La station-service Rocky Mountain venait d'être rachetée par Falcon Energy, une corporation qui ne se souciait que du profit. Darren Cole, le nouveau gérant régional, a immédiatement installé des caméras partout, surveillé les employés 24 heures 24 et 7 jours 7 et appliqué des règles impitoyables. Pas de cadeaux, pas d'aide aux clients, pas d'exception. C'est des affaires, pas de la charité. Matthew détestait ces règles, mais il avait besoin du travail. Alors il gardait de la tête basse et essayait de vivre selon les règles jusqu'à cette nuit fatidique. C'était une nuit d'octobre froide, le genre de froid qui s'infiltrait à travers les vestes et s'enfonçait directement dans les os. La station-service était calme avec seulement une voiture occasionnelle qui vacillait. Matthew réarrangeait les étagères quand une vieille Honda Accord a rampé sur le parking, ses phares faibles et son moteur sifflant comme si un éternuement de plus l'arrêterait pour de bon. Quelque chose l'a fait s'arrêter. La femme au volant semblait épuisée, si vidée que même les dures lumières de la station-service ne pouvaient cacher la fatigue dans ses yeux. Ses mains se sont resserrées autour du volant avant qu'elle ne sorte. Matthew a remarqué ses vêtements. Ils avaient autrefois été chers, mais semblaient maintenant froissés et déplacés contre la voiture cabossée. Mais ce qui a serré la gorge de Matthew,
C'est l'enfant endormi sur le siège arrière, blotti sous une couverture bien trop fine pour le froid mordant du Colorado. La femme est entrée, hésitante, serrant son sac à main comme si c'était la dernière chose qu'elle possédait. Matthew a offert un sourire poli. « Bonsoir, madame. Comment puis-je vous aider? » Elle a hésité un long moment avant de parler, sa voix douce, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. « J'ai besoin d'aller à Denver, mais je n'ai que 15 $. Combien d'essence cela m'achète-t-il? » Matthew a fait le calcul instantanément. 15 $ ne l'amènerait même pas à mi-chemin. Il a de nouveau jeté un coup d'œil à l'enfant, quelque chose se serrant dans sa poitrine. « De combien avez-vous besoin? » a-t-il demandé doucement. La femme a dégluti, la honte brûlant dans ses yeux. « 30 $ me ramèneront à la maison. » Elle a laissé échapper un souffle tremblant. J'ai essayé 3 autres stations-service. Personne n'a voulu aider. À ce moment-là, Matthew se tenait sur une ligne dangereuse. Il savait que Darren Cole regardait à travers les caméras. Il connaissait la politique, il connaissait les conséquences. Mais ensuite, il a regardé l'enfant endormi. Et il s'est souvenu de là. Il s'est souvenu des nuits où Rebecca disparaissait, les laissant, lui et leur fille, sans assez d'argent pour la nourriture. Il s'est souvenu du désespoir de compter les pièces, priant qu'elles soient suffisantes pour l'essence pour aller au travail. Il s'est souvenu de Madame Caton, la femme qui laissait discrètement des sacs d'épicerie à sa porte sans jamais demander de remerciement. Les doigts de Matthews ont tremblé alors qu'il ouvrait son portefeuille. Il a sorti le seul billet de 20 $ qu'il lui restait, l'argent qu'il avait économisé pour acheter des médicaments contre la fièvre à Ella ce week-end-là. « Ne vous inquiétez pas, » a-t-il dit doucement mais fermement. « Je couvrirai le reste. » Les yeux de la femme se sont écarquillés d'incrédulité. « Je ne peux pas vous laisser faire ça. C'est seulement 15 $, Matthew l'a rassuré avec un petit sourire. Quand vous pourrez le transmettre à quelqu'un d'autre pendant un instant, elle est restée complètement immobile, comme si le poids du monde venait de glisser de ses épaules. Puis ses yeux se sont remplis de larmes reconnaissantes. « Merci », a-t-elle murmuré, sa voix se brisant. Matthew a simplement hoché la tête et est sorti pour pomper l'essence lui-même. Pendant qu'il travaillait, il a jeté un autre coup d'œil à l'enfant endormi, la petite poitrine se levant et s'abaissant doucement, béatement, inconscient du chaos que les adultes enduraient. « Aucun enfant ne devrait avoir à porter des fardeaux comme ceux-ci, a-t-il pensé. Et il n'avait aucune idée qu'en quelques minutes, son monde entier allait basculer. Quand Matthew a fini de remplir le réservoir, il a vu la femme ajuster la couverture autour de son enfant, ses doigts tremblants alors qu'elle murmurait un autre merci. Matthew a souri et a fait un signe de la main, regardant la vieille Honda disparaître dans la nuit. Il a expiré, sentant une étrange chaleur se répandre dans sa poitrine même si le froid lui mordait la peau. Ce n'était pas grand-chose, juste 15 $. Mais c'était suffisant pour que cette mère et son enfant rentrent chez eux en toute sécurité. Et pour lui, c'était toujours ce qui importait le plus. Mais le moment paisible n'a pas duré. Au moment où il est rentré, Matthew a vu Darren Cole se tenir dans l'embrasure de la porte. Les bras de l'homme étaient croisés, ses yeux sombres brûlants de fureur. Il avait clairement tout regardé. L'estomac de Matthew s'est serré en passant. Peut-être, juste peut-être, Cole n'en ferait pas toute une histoire. Bureau maintenant. La voix de Cole a déchiré l'air, froide comme l'acier. Matthew a senti les mots frapper sa poitrine comme une pierre. Il s'est forcé à rester calme, la voix de sa mère résonnant dans son esprit. Peu importe ce qui arrive, tu restes debout. Il a suivi Cole dans le bureau, le cœur battant tandis que la porte se refermait derrière lui. Cole ne s'est pas assis, il n'en avait pas besoin. Il arpentait comme un prédateur, les poings serrés. « Tu crois que je suis aveugle, Clark? » Cole a sifflé. « Tu crois que je n'ai pas vu ce que tu viens de faire? » Matthew s'est tenu droit. Elle avait un enfant dans la voiture. Elle essayait juste de rentrer chez elle. Cole a laissé échapper un rire moqueur. Et c'est ton problème parce qu'il a pointé un doigt vers l'écran de sécurité
rembobiné au moment exact où Matthew a remis l'argent. Là, tu le vois de tes propres yeux. Tu as volé la propriété de l'entreprise. Tu as volé l'essence de Falcon Energy. La mâchoire de Matthew s'est serrée. C'était mon argent. Je me fiche de savoir à qui appartenait l'argent. Cole a frappé la main sur le bureau. Tu as créé un précédent. Et si tout le monde commence à faire ça? Et si chaque histoire lamentable qui entre ici s'attend à des cadeaux? Toutes les histoires ne sont pas une arnaque, a répondu Matthew, les yeux inébranlables. L'expression de Cole s'est assombrie, ses lèvres se tordant en un sourire cruel. Ce n'est pas à toi de décider ça. C'est à moi. Et devine quoi? Il a craché chaque mot. Tu es viré. Les mots ont frappé Matthew comme un coup de poing, mais il a refusé de craquer. Il ne laisserait pas Cole le voir fléchir. Il a retiré son badge nominatif et l'a posé sur le bureau. Je comprends. Cole a ricané. Oh, ne fais pas le noble. Tu as enfreint les règles et tu en pèses le prix. Prends tes affaires et sors. Matthew n'a pas argumenté. Il n'a pas supplié. Il ne s'est pas incliné devant un homme qui ne voyait les gens que comme des chiffres. Il est sorti, passant passant devant les étagères brillantes et sans âme, devant les visages familiers des clients qui le connaissaient par son nom, et en atteignant la porte, une étrange clarté s'est installée en lui. Perdre ce travail rendrait les choses plus difficiles, sans aucun doute. Le loyer, les factures, l'énorme dette l'attendent. Il devrait trouver un autre moyen. Mais si le choix était entre garder son travail et garder sa gentillesse, alors il avait choisi correctement. Dehors, le froid lui mordait la peau alors qu'il fermait sa veste et commençait la longue marche vers chez lui. Le panneau lumineux de la station-service s'est estompé derrière lui. Il ne savait pas ce que le lendemain apporterait. Et il ne savait certainement pas qu'en un seul jour, une Rolls-Royce Phantom s'arrêterait devant sa maison, transportant quelque chose qui pourrait tout changer. Matthew était assis sur le vieux canapé usé, les yeux fixés sur la pile d'enveloppes éparpillées sur la table basse lourdement rapiécée. L'appartement était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement de la circulation à l'extérieur et de la respiration régulière d'Ella dormant dans la pièce d'à côté. La réalité de cette nuit-là s'enfonçait encore couche par couche. Viré comme ça. 3 ans de dévouement, d'innombrables échanges de corps, d'innombrables nuits à traiter les clients comme des êtres humains au lieu de chiffres. Effacé parce qu'il avait choisi d'aider quelqu'un en désespoir. Il a soupiré et s'est frotté les tempes. Les chiffres sont apparus dans son esprit. Net et froid. Loyer $800 dû dans 12 jours. Paiement mensuel de la dette, un $200 déjà en retard de 3 jours. Services publics, $143 seront coupés dans 5 jours sinon payés. Nourriture pour Ella, environ 300 par mois, si extrêmement frugale. Médicaments contre la fièvre pour Ella, $28 nécessaires d'ici le week-end. Total de l'argent sur le compte, $247. Il a calculé rapidement de quoi tenir 2 semaines au mieux s'il serrait chaque dernière dépense. Mais au milieu de l'incertitude rongeant les bords de son esprit, Matthew ne ressentait toujours aucun regret. Il a entendu la voix de sa mère dans sa mémoire. Il n'y a jamais de mauvais moment pour faire la bonne chose, Matthew. Il a pris son téléphone. 3 appels manqués de Madame Catton. Un texto. Matthew, tu es rentré plus tard que d'habitude. Ella dort profondément chez moi. Est-ce que quelque chose ne va pas? Son pouce a plané au-dessus de l'écran. Que devait-il dire? Qu'il venait de perdre le seul emploi qu'il avait? Que 3 ans de travail acharné s'étaient évaporés à cause de $15? Qu'il n'avait aucune idée de comment il allait payer le loyer? Il ne pouvait pas envoyer ces mots. Pas encore. Au lieu de cela, il a tapé « Tante Keaton, je suis désolé d'être en retard. Quelque chose est arrivé à la station. Je viendrai chercher Ella tout de suite. Merci beaucoup. » Il a appuyé sur « Envoyer », puis a posé le téléphone comme s'il pesait une tonne.
10 minutes plus tard, il est arrivé chez Madame Catton. Matthew a marché doucement dans le couloir et a frappé doucement. Madame Catton a ouvert la porte, ses yeux gentils s'attardant sur son visage assez longtemps pour voir les choses qu'il essayait de cacher. « Tu as l'air épuisé, a-t-elle murmuré, prenant soin de ne pas réveiller Ella. « Je vais bien, tante. » Matthew a forcé un sourire. Juste un long quart. Madame Catton ne l'a pas cru, mais elle était quelqu'un qui respectait le silence. Elle s'est simplement écartée. Elia dort sur le canapé. « Laisse-moi chercher une couverture pour que tu puisses la ramener à la maison. » Matthew est entré et a vu Ella recroquevillée sous une vieille courte pointe en patchwork, serrant son ours en peluche. Elle dormait si paisiblement que ça lui a fait mal au cœur. Qu'allait-il dire à sa fille? Madame Catton est revenue avec un sac en plastique. « J'ai des restes, lasagne et quelques biscuits. » Tante Catton? Tante Catton, vous n'avez pas. Matthew. Sa voix était douce mais ferme. Prends-le. J'ai trop cuisiné. Matthew savait qu'elle n'avait pas trop cuisiné. Mais il savait aussi que refuser la gentillesse en ce moment était presque impossible. Il a pris le sac de nourriture, sentant à la fois son poids et le poids de l'amour derrière. « Merci, » a-t-il murmuré. Elle a posé une main sur son bras. « À tout moment, mon cher. » Il était 23 heures quand il est rentré chez lui. Matthew a couché Ella dans son lit, a remonté la couverture jusqu'à son menton. Il s'est assis à côté d'elle, regardant sa petite poitrine se lever et s'abaisser dans le sommeil. 6 ans. Elle n'avait que 6 ans et elle avait déjà trop enduré. Une mère avalée par le jeu et qui a ensuite disparu. Un père constamment épuisé, constamment inquiet. Elia méritait une meilleure vie. Il s'est penché et a embrassé son front. « Je promets, a-t-il murmuré, je trouverai un moyen. Je ne te laisserai jamais manquer de rien. » Matthew est retourné au salon, fixant de nouveau la pile d'enveloppes. Il a ouvert son vieil ordinateur portable et a commencé à chercher un emploi. Assistant de vente au détail, 12 $ de l'heure. Nécessite des quarts de week-end. Impossible. Il devait être à la maison avec Ella. Ouvrier d'entrepôt, 14 $ de l'heure, quart de nuit. Qui garderait Ella? Chauffeur-livreur, 13 $ de l'heure. Nécessite un véhicule personnel fiable. Sa voiture avait plus de difficultés que lui. Il semblait que chaque emploi exigeait quelque chose qu'il n'avait pas. Des horaires flexibles, une voiture fiable ou pas de responsabilité familiale. Il a fermé l'ordinateur portable et s'est couvert le visage de ses mains. Comment les gens s'en sortaient-ils dans des situations pareilles? Comment les autres parents célibataires survivaient-ils? Puis il s'est souvenu que beaucoup ne survivaient pas. Ils se noyaient dans les dettes. Ils perdaient leur maison. Ils perdaient leurs enfants. Cette pensée l'a terrifié au plus profond de son être. Matthew n'a pas dormi du tout cette nuit-là. Il est resté au lit, fixant le plafond sombre, pendant que son esprit tournait sans fin. Le pire n'était pas de perdre le travail. C'était le sentiment suffocant d'échec. Il avait échoué Rebecca, incapable de la sortir du jeu. Il avait échoué sa mère. Elle était morte avant de pouvoir le voir devenir quelque chose de plus qu'un employé de station service. Et maintenant, il craignait d'échouer Ella. « Mais tu as fait la bonne chose », a chuchoté une petite voix. « Tu as aidé une mère à rentrer chez elle en toute sécurité. » Mais était-ce suffisant? Il ne savait pas. Le lendemain matin est arrivé avec cette même lumière pâle et froide s'infiltrant par la petite fenêtre de l'appartement. Matthew s'est réveillé d'un sommeil agité, son corps tout entier endolori comme s'il avait passé la nuit à se battre. Malgré le fait que la vraie bataille n'avait eu lieu que dans son esprit, Ella était déjà réveillée. Assise à la table de la cuisine avec un bol de céréales, ses jambes se balançant sous la chaise. Quand elle a vu son père sortir, elle a levé les yeux. « Bonjour, papa. Tante Catton m'a donné des biscuits. Je peux en avoir un? » Matthew a forcé le sourire le plus naturel qu'il ait pu. « Bien sûr, chérie, mais finis d'abord tes céréales. » Ella a hoché la tête avec enthousiasme et est retournée à ses cuillerées.
Matthew s'est versé une tasse de café instantané bon marché et s'est assis en face d'elle. « J'ai ma journée aujourd'hui, a-t-il dit. Ella a levé les yeux s'illuminant. « Vraiment? Alors tu peux m'emmener au parc? » La poitrine de Matthew s'est serrée. Quand était la dernière fois qu'il l'avait emmené au parc? Quand était la dernière fois qu'il avait une journée entière juste pour elle? « Voyons voir, a-t-il répondu, esquivant doucement. « J'ai quelque chose à régler d'abord. » Ella a hoché la tête, mais un éclair de déception a traversé son petit visage. Cette expression momentanée l'a transpercée comme une lame. Après avoir déposé Ella chez Mme Caton avec la promesse de la récupérer à midi, Matthew est retourné à l'appartement et a commencé à chercher sérieusement un emploi. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à envoyer des candidatures comme une machine. Associé de vente Target, personnel d'entrepôt Walmart, caissier King Soopers, équipe de nuit McDonald's. Chaque candidature soumise ressemblait à une confession d'échec, mais il n'avait pas d'autre choix. Le téléphone a sonné, un numéro inconnu. « Allô, est-ce que Matthew Clark? » La voix à l'autre bout était froide et sans émotion. « Oui, c'est moi. Ici Consolidated Debt Services. Nous appelons concernant votre paiement en retard de 1 200 $. Si nous ne recevons pas le paiement dans les 48 heures, votre dossier sera transféré au service de recouvrement. » L'estomac de Matthew s'est tordu. « Je comprends, j'aurai l'argent d'ici la fin de cette semaine. Nous entendons souvent cela, Monsieur Clark. » 48 heures, la ligne est morte. Matthew a posé le téléphone, a appuyé ses coudes sur la table et s'est couvert le visage de ses mains. Comment était-il censé trouver 1 200 $ en 48 heures alors qu'il n'avait même pas encore de travail? On a frappé à la porte. Matthew était assis par terre, entouré de candidatures imprimées, essayant d'établir un emploi du temps pour 2 emplois à temps partiel tout en étant capable de s'occuper d'Ella. Le coup est revenu, régulier, clair. Il s'est levé, s'est essuyé le visage et est allé à la porte. Regardant par le Judas, il a vu une jeune femme debout dehors, pas une étrangère. La femme de la nuit dernière, mais elle avait l'air complètement différente. Sa posture était droite, confiante. Sa tenue était élégante, un manteau en laine bleu marine parfaitement taillé. Ses cheveux étaient soigneusement brossés et derrière elle, brillant sous le soleil de l'après-midi, se trouvait une Rolls-Royce Phantom. Matthew a cligné des yeux. Rêvait-il? Il a ouvert la porte. « Monsieur Clark. » Sa voix était douce mais ferme. « Oui, » elle a souri. « Je suis Mellyn Hartman. Nous nous sommes rencontrés hier soir à la station-service. » Matthew a hoché la tête lentement, ne traitant toujours pas complètement. « Je me souviens. Êtes-vous d'accord? Et la petite. Nous allons toutes les deux bien grâce à vous. » Mellyn a dit. « Je suis ici pour vous remercier. » Et elle a hésité légèrement pour vous présenter mon père. Elle s'est écartée. Un homme grand est sorti de la Rolls-Royce, quelque part dans la cinquantaine, portant un costume 3 pièces parfaitement coupé, dégageant une autorité tranquille. L'estomac de Matthew s'est de nouveau serré. « Richard Hartman » a dit l'homme, sa voix profonde et imposante, mais pas dure. Il a tendu une main. Matthew l'a serré, son esprit s'agitant pour relier les points. Richard Hartman, comme dans Hartman Energy Enterprises. C'est exact. Matthew a eu l'impression que le sol sous lui avait commencé à trembler. Hartman Energy était l'une des plus grandes corporations énergétiques de l'Ouest, possédant des centaines de stations-service, de raffineries et de pipelines à travers l'État. Et maintenant l'homme se tenait à sa porte. « Veuillez entrer » a balbutié Matthew, s'écartant rapidement. Le contraste était presque comique. Un milliardaire et sa fille se tenaient dans un appartement si petit qu'il était probablement plus petit que leur dressing, entouré d'un canapé usé, d'une table basse d'occasion et d'un tapis délavé. Matthew n'avait pas honte, mais il ressentait la collision de 2 mondes qui pesaient sur la pièce. Richard ne semblait pas gêné. Il s'est assis confortablement sur le canapé, tandis que Mellyn se tenait à proximité.
ses expressions s'adoucissant. Vous vous demandez probablement pourquoi nous sommes ici, a commencé Richard. Je n'en ai aucune idée, a répondu Matthew, debout près de l'embrasure de la porte, les bras instinctivement croisés. Mélène s'est légèrement avancée. Je voulais vous remercier, a-t-elle dit, sa voix plus douce que celle de son père. Pas seulement pour l'essence, mais parce que vous ne m'avez pas traité comme si j'étais invisible. Vous m'avez aidé quand personne d'autre ne l'aurait fait. Matthew a haussé légèrement les épaules. C'était juste 15 $. C'était plus que ça. Mélène a souri faiblement. Elle a jeté un coup d'œil à son père, puis de nouveau à Matthew. Vous ne saviez pas qui j'étais. Vous n'aviez rien à gagner, mais vous avez quand même aidé. Ça n'arrive plus souvent. Matthew a froncé les sourcils, toujours incapable de tout comprendre. Je suis contente que vous soyez rentré en toute sécurité. Mais quelle est la vraie raison de votre venue? Richard s'est penché en arrière, les bras croisés. Je suis le propriétaire de Hartman Energy Enterprises, une corporation de plusieurs milliards de dollars avec des filiales dans plusieurs domaines. L'une d'elles est une chaîne de stations-service. Rocky Mountain, Matthew a réalisé instantanément. Richard a hoché la tête. Parmi plusieurs autres, j'étais en train d'acquérir Falcon Energy. La nuit dernière, j'ai finalisé l'appel. À minuit, je possède chaque station-service dans cet état. Matthew a gelé. Quoi? Richard a incliné la tête, les yeux vifs, mais non sans empathie. J'ai examiné les images de sécurité. J'ai vu comment Darren Cole vous a traité. Je l'ai vu vous licencier pour un simple acte de gentillesse. Le visage de Matthew a brûlé. Il détestait l'idée qu'un étranger, surtout quelqu'un comme ça, soit témoin de ce moment humiliant. « Alors quoi? » a-t-il demandé lentement. « Vous êtes ici pour me proposer mon travail de retour. » Richard l'a étudié. « Pas exactement. » Mélène s'est avancée avec un petit sourire. « Il veut vous offrir le travail de Darren Cole. » Matthew a cligné des yeux. « Quoi? » La voix de Richard était ferme, inébranlable. « J'ai besoin de quelqu'un qui comprend les gens. Quelqu'un qui peut gérer cette station avec efficacité et humanité. Vous y avez travaillé pendant des années. Vous connaissez les clients, le personnel, vous savez ce qui marche et ce qui ne marche pas. » Matthew a regardé, son cerveau luttant pour suivre. « Vous m'offrez un poste de gérant. »« Gérant régional », a corrigé Richard. « Salaire à temps plein, avantages et assurance maladie. Tout ce que Cole avait, sauf que vous le méritez vraiment. » Matthew a senti la pièce s'incliner. Était-ce réel? Une offre d'emploi d'un milliardaire des heures après qu'il ait été licencié. « Pourquoi moi? » a-t-il demandé, sa voix. Les yeux de Mélène se sont de nouveau adoucis. Parce que quand personne ne regardait, quand vous aviez tout à perdre, vous avez quand même choisi de faire la bonne chose. Pour la première fois depuis la nuit dernière, Matthew a senti la carapace durcie autour de lui se fissurer. Le poids de la nuit précédente, le stress, la peur, l'incertitude ont pesé d'un coup. Il a regardé ses vieilles baskets usées, la table basse ébréchée et les candidatures éparpillées sur le sol. Et finalement, il a hoché la tête. Je l'accepte. Le matin est venu avec la lumière claire du soleil d'automne traversant la petite fenêtre de l'appartement, alors que Matthew sortait, sa main tenant fermement celle d'elle. Elle portait sa robe préférée, une bleue à motifs floraux et un petit sac à dos mignon sur ses épaules. « Papa, pourquoi es-tu si bien habillé aujourd'hui? » a demandé Ella, le regardant avec des yeux curieux. Matthew a souri, jetant un coup d'œil au costume que Richard Hartman avait envoyé la nuit précédente, taillé à ses mesures, lui allant si parfaitement d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible pour des vêtements. Parce qu'aujourd'hui est un jour spécial, princesse. Qu'est-ce qui est spécial? Il s'est agenouillé pour que son visage soit à son niveau. J'ai un nouveau travail, un meilleur, et je promets qu'à partir de maintenant, les choses commenceront lentement à s'améliorer. Ella l'a serré dans ses bras, son petit visage pressé contre son épaule. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma fille. Maintenant, allons-y. Je vais te conduire à l'école et ensuite je me rendrai au travail.
Quand Matthew a garé la vieille Honda Civic à côté des voitures des clients, il a remarqué un groupe de personnes rassemblées près de l'entrée. Employés, habitués, un mélange de visages familiers et inconnus, tous murmurant entre eux. L'enseigne Falcon Energy avait été retirée, remplacée par le logo moderne et élégant des stations-service Hartman, les lettres argentées brillant sous le soleil du matin. Cela semblait complètement différent, meilleur, plus professionnel. Matthew a pris une profonde inspiration. Tout irait bien. Il avait travaillé ici pendant 3 ans. Ces gens le connaissaient. Ils lui faisaient confiance. Mais au moment où il a franchi les portes vitrées, il a pu sentir un changement dans l'air. Tous les regards se sont tournés vers lui. Certains étaient curieux, certains méfiants et certains en colère. Devon, le caissier de 25 ans qui avait travaillé avec Matthew pendant près de 2 ans, se tenait derrière le comptoir, les bras croisés. Il ne souriait pas. Incroyable, et marmonnait Devon assez fort pour que toute la pièce l'entende. La nuit dernière, tu étais l'un des nôtres. Maintenant, tu es... Qu'est-ce que tu es? Matthew s'est arrêté, se tournant entièrement pour lui faire face. La tension dans la pièce semblait pouvoir se briser au moindre contact. « Devon », a-t-il dit doucement. « Je sais que cela a vraiment l'air. » Devon a coupé court. « Matt, tu étais notre gars. Nous partageons les corps. Nous maudissions le froid ensemble. Et nous avons survécu au quart de nuit ensemble. Maintenant, tu es notre patron. Sommes-nous censés t'appeler Monsieur Clark maintenant ou quoi? » La pièce est devenue totalement silencieuse. Tout le monde attendait de voir ce qu'il dirait. Matthew a expiré et a desserré sa cravate. Juste un petit geste, mais un qui portait du poids. « Appelez-moi simplement Matt comme vous l'avez toujours fait. Je suis toujours la même personne, vous savez. La seule différence est que maintenant j'ai une chance de changer quelque chose ici. » Quel genre de changement? Une voix de femme est venue de l'arrière. Chloé, la travailleuse du quart du matin, une mère célibataire avec 2 enfants, s'est avancée. On nous a promis du changement avant. Les choses n'ont fait qu'empirer. Matthew a hoché la tête sans esquiver le poing. Je sais, et je ne vais pas rester là à promettre la perfection. Mais je peux vous promettre ceci. J'écouterai. Si quelqu'un a des idées, je veux les entendre. Si quelqu'un a un problème, nous essaierons de le résoudre ensemble. Devon le regardait toujours avec un profond scepticisme. « Et si nous ne vous faisons pas confiance? »« Alors vous attendez et voyez, » a répondu Matthew franchement. « Donnez-moi 1 semaine. Si après 1 semaine j'agis comme Cole, vous pouvez me le dire en face. Je ne virerai personne juste pour m'avoir dit la vérité. » C'était un pari, une grande promesse, mais c'était la seule qu'il pouvait faire. Chloé l'a regardé un long moment, puis a finalement hoché la tête lentement. 1 semaine. 1 semaine. Matthew a répété juste au moment où la tension dans la pièce commençait à s'apaiser. Le son d'un moteur a fait se retourner tout le monde. Une Mercedes-Benz argentée est entrée sur le parking et a freiné brusquement. La porte s'est ouverte en grand. Darren Cole est sorti, le visage rouge, les yeux flamboyants de rage. Il a fait irruption dans le magasin comme une tornade, balayant la station-service avec incrédulité. Qu'est-ce que l'enfer se passe ici? Matthew s'est retourné, calmement, faisant face à l'homme qui l'avait humilié et licencié 2 nuits plus tôt. « Monsieur Cole, non, Monsieur Cole, c'est moi. » Cole a rugi, pointant un doigt vers son visage. « Ce matin, j'ai reçu un appel disant que j'étais viré. Viré. Et quand j'ai rappelé, ils ont dit que cette station appartenait maintenant à Hartman Energy et qu'il y avait un nouveau gérant. » Son regard a balayé Matthew de la tête aux pieds avec un mépris ouvert. « C'est toi. »« C'est exact, » a répondu Matthew, sa voix ferme. « C'est moi. » Cole a laissé échapper un rire amer, regardant autour de la pièce. Est-ce une sorte de blague? Un caissier promu parce que... Parce que quoi? Il savait jouer la victime pitoyable à la bonne personne au bon moment. Devon s'est avancé, la voix aiguë. « Hé, t'es bien trop loin. » Matthew a levé une main, lui faisant signe de reculer. « Je m'en occupe. »
Cole s'est de nouveau tourné vers lui, les lèvres se retroussant en un sourire cruel. Qui penses-tu être? Tu ne connais rien à la gestion d'une entreprise. Tu n'es qu'un pompiste au cœur tendre qui pense donner de l'essence. Tu avais tort. La voix de Matthew a coupé court, pas forte mais assez aiguë et claire pour que tout le monde l'entende. Cole est resté silencieux, les yeux plissés. Tu avais tort à mon sujet. Tu avais tort à propos de ce travail. Et surtout, tu avais tort à propos de ce qui fait vraiment le succès d'une entreprise. Oh, s'il te plaît, éclaire-moi, expert. Cole a ricané. Les employés sont PDG maintenant, hein? Matthew a marché vers lui, chaque pas lent et régulier, jusqu'à ce que seuls quelques pieds les séparent. Personne dans la pièce n'osait respirer trop fort. Tu as un MBA d'une école prestigieuse, a dit Matthew, la voix basse mais pleine de poids. Tu sais tout sur la gestion, le profit et l'efficacité. Mais tu as oublié la chose la plus importante. Et qu'est-ce que c'est? Cole a craché « les gens ». Chaque mot tombait comme un marteau. Les gens ne viennent pas seulement d'ici pour acheter de l'essence, a continué Matthew, sa voix devenant plus ferme. Ils viennent après des quarts de travail épuisants sur des chantiers de construction. Ils se précipitent d'ici en route vers l'hôpital. Ils essaient de ramener leurs enfants en toute sécurité. Cole a ricané. Et tu penses que choyer leurs sentiments va augmenter les revenus? Je pense que si tu les traites comme des êtres humains, ils se souviendront. Matthew a répondu. Ils reviendront. Ils amèneront d'autres personnes. Ils feront confiance à cet endroit. Et cela, a-t-il souligné, c'est comme ça que l'on construit la loyauté. Le visage de Cole est devenu d'une nuance de rouge plus foncé. Tu es un fou naïf avec la tête dans les nuages. Le monde réel ne fonctionne pas comme ça. Matthew n'a toujours pas flanché. Alors peut-être que c'est pourquoi tu ne travailles plus ici. L'air dans la pièce est devenu immobile. Puis un seul applaudissement a retenti. Puis un autre. Chloé a été la première à applaudir. David a suivi. Puis un par un, tout le corps et même certains clients se sont joints. La couleur a quitté le visage de Cole, passant du rouge au pâle. Il a regardé autour de lui, réalisant qu'il était complètement seul. Pas d'alliés, pas d'autorité, plus rien. Tu le regretteras, a-t-il sifflé entre des dents serrées, se tournant vers la porte. Monsieur Cole a appelé Matthew. Il s'est arrêté et a jeté un coup d'œil en arrière. Ne reviens plus ici. Cole l'a regardé fixement, la mâchoire serrée, puis a détalé. La porte vitrée a claqué derrière lui. Le son du moteur de la Mercedes s'est estompé et à ce moment précis, la pièce a éclaté en acclamation. Devon s'est avancé et a tendu sa main. « D'accord, tu m'as convaincu maintenant. » Matthew a serré sa main, un sourire faible et soulagé apparaissant sur son visage. « Une semaine, tu te souviens? » « Je suis presque sûr que nous n'aurons pas besoin de si longtemps, a souri Devon. Dans les semaines qui ont suivi, Matthew s'est presque entièrement immergé dans l'apprentissage de chaque détail des opérations du point de vue d'un gérant. Finances, chaîne d'approvisionnement, politiques d'entreprise, il les a toutes absorbées comme une éponge sèche tombée dans l'eau. Mais plus important que les chiffres, il s'est concentré sur les gens. Il s'est assis avec chaque employé, écoutant leurs frustrations, leurs idées et leurs soucis. Il a de nouveau rencontré les clients réguliers, ceux qui voyaient Rocky Mountain non pas seulement comme une station service, mais comme un point d'arrêt où quelqu'un connaissait leur nom, où ils se sentaient à leur place. Un soir, assis seul dans la petite pièce, le bureau qui appartenait autrefois à Cole et qui lui appartenait maintenant, Matthew a fixé la feuille de papier vierge sur le bureau. Comment pouvait-il transformer cet endroit en quelque chose de plus qu'une station-service? Il a pensé à Millen Hartman, désespéré, épuisé, sans personne d'autre sur qui compter. Il a pensé à lui-même quelques semaines plus tôt, assis sur le sol de son appartement, incertain de la façon dont il paierait le loyer. Il a pensé à Madame Catton, la femme qui donnait discrètement et ne demandait jamais rien en retour. Et il s'est rappelé ce que sa mère avait l'habitude de dire. « Aide les autres quand tu le peux, Matthew.
car un jour, ce sera toi qui auras besoin d'aide. Il a pris un stylo et a commencé à écrire Programme Pay It Forward, donneur au suivant, Premier Jet, principes fondamentaux. Les clients qui le peuvent laisser un peu d'argent supplémentaire dans un fonds désigné. Ceux qui manquent d'argent, les cas vérifiés par le personnel comme réels et non des arnaques, peuvent retirer exactement ce dont ils ont besoin pour rentrer chez eux. Pas de questions, pas de honte, juste de l'aide offerte librement. Règle. Les employés seront formés pour reconnaître les personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Parents avec de jeunes enfants, clients âgés, urgence, une limite de 30 $ par assistance. Chaque retrait doit être enregistré clairement pour assurer la transparence. Les clients qui reçoivent de l'aide sont encouragés à rendre l'appareil quand ils le peuvent. Matthew a fixé le brouillon devant lui. C'était simple, peut-être trop simple, mais c'était exactement ce qui le rendait beau. Le lendemain matin, il a rassemblé toute l'équipe. D'accord, tout le monde, a commencé Matthew, debout devant le personnel du quart du matin. Je veux introduire quelque chose de nouveau. Il a brandi une petite pancarte, simple mais élégante. Programme Pay It Forward. Donnez quand vous pouvez, recevez quand vous avez besoin. Chloé a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Matthew a expliqué le concept, comment fonctionnait le fonds, les principes, les règles. Au début, le scepticisme a rempli la pièce. Les gens vont en abuser, a marmonné un employé. Comment savons-nous qui a vraiment besoin d'aide? A demandé un autre. Matthew a hoché la tête. Ce sont des préoccupations valables, et oui, quelques personnes essaieront d'en profiter. Mais je préfère faire confiance à 10 personnes et en avoir une exploitée que de vivre dans une suspicion constante et de manquer la chance d'aider 9 personnes qui en ont vraiment besoin. Chloé l'a regardé un long moment, puis a lentement hoché la tête. Je suis d'accord. Davon a haussé les épaules. Si ça ne marche pas, nous pourrons toujours enlever la pancarte. Exactement. Matthew a acquiescé. C'est un essai. Nous apprendrons au fur et à mesure. La pancarte a été accrochée juste à côté du comptoir de la caisse. Les premiers jours, la plupart des clients se sont contentés de la regarder et de continuer à marcher. Quelques-uns se sont arrêtés pour demander, ont hoché la tête et sont passés. Puis, le troisième jour, tout a changé. Un chauffeur de camion nommé Frank, un habitué depuis plus de 5 ans, s'est approché du comptoir après avoir fait le plein. Il a sorti son portefeuille, a hésité un instant. Ce truc du Pay It Forward. Il a tapoté du doigt sur le comptoir. C'est réel. Matthew a hoché la tête. Complètement réel. Pas un gadget marketing. Frank est resté silencieux pendant plusieurs secondes, puis a sorti un billet de 50 $. Mettez-le dans le fond. Devon, qui était à la caisse, a levé les yeux. Vous êtes sûr? C'est beaucoup. Frank a regardé le parking, les yeux lointains. L'année dernière, j'ai eu un accident, échoué au Tennessee sans un seul dollar pour rentrer chez moi. Un étranger m'a aidé, m'a donné assez d'argent pour l'essence pour rentrer directement au Colorado. Pas de nom, pas d'exigence de remboursement. Il s'est retourné, les yeux brillants. Maintenant, c'est mon tour. Davon a pris le billet et l'a placé dans la boîte de dons en plastique transparent derrière le comptoir. Merci, Frank. Frank a hoché la tête et s'est éloigné. Mais avant d'atteindre la porte, il a fait une pause. « Hey, Matt, oui, merci d'y avoir pensé. » Le lendemain, une infirmière nommée Sarah Nongguan est arrivée en courant pendant sa courte pause. Elle était au milieu d'un quart de 12 heures, épuisée jusqu'aux os, et sa voiture roulait sur la réserve. Quand elle a ouvert son portefeuille, son visage est devenu pâle. « Oh non, je n'ai que 7 $. J'ai besoin d'au moins 15 pour rentrer chez moi. » Devon, se souvenant de la formation, l'a regardé attentivement. « Vous travaillez à l'hôpital Memorial, n'est-ce pas? » Sarah a cligné des yeux. « Oui. Comment saviez-vous? » J'ai reconnu l'uniforme. Il a ouvert la boîte de Pay It Forward. Ne vous inquiétez pas, nous couvrirons le reste. Sarah l'a regardé avec incrédulité.
observant chaque mouvement, alors que Devon calculait la différence et retirait exactement ce montant du fonds. Je ne peux pas prendre ça, a-t-elle murmuré. Vous ne le prenez pas de moi, a dit Devon avec un petit sourire. Vous le recevez de quelqu'un qui voulait aider et n'a pas laissé son nom. La seule chose que nous demandons est que, quand vous le pourrez, vous aidiez quelqu'un d'autre en retour. Les yeux de Sarah ont brillé de larmes. Je promets. 3 mois plus tard, Sarah est revenue. Elle s'est approchée du comptoir et sorti son portefeuille et a posé une liasse d'argent dessus. 200 dollars au total. Devon a levé les yeux, réellement stupéfait. « Sarah, je viens d'être promue infirmière en chef, a-t-elle dit, son sourire radieux. Et la première chose que je voulais faire était de redonner. C'est mon merci. Devon a tenu la liasse de billets, sa gorge se serrant. Nous sommes vraiment fiers de vous et je vous dois une partie de cela, a répondu Sarah. Cette nuit-là, je pensais être invisible, que personne ne s'en souciait vraiment. Mais vous tous avez prouvé le contraire. 6 mois après la mise en œuvre du programme donné au suivant à Rocky Mountain, Matthew a reçu un appel inattendu de Richard Hartman. Mon bureau, 14 heures, nous avons quelque chose d'important à discuter. Matthew est entré dans la grande salle de conférence au 40e étage, où Richard et Mélène l'attendaient déjà. Mais cette fois, il y avait aussi 3 autres hommes, chacun en costume coûteux, chacun avec un visage aussi froid que l'acier. Richard lui a fait signe de s'asseoir. « Matthew, voici l'équipe de direction de Hartman Energy. Ils veulent entendre directement votre explication du programme « Donnez au suivant ». Un homme aux cheveux argentés, George Patterson, le directeur financier, a parlé le premier, sa voix froide comme la glace. « Monsieur Clark, nous avons examiné les rapports financiers de Rocky Mountain. Les ventes ont augmenté de 23%. J'admets que c'est impressionnant, mais il a fait une pause. Nous sommes préoccupés par le risque. » Matthew s'est penché en avant. « Quel risque, monsieur? »« Risque de réputation, » a interrompu une femme. Linda Cho, la directrice du marketing. « Et si nous étendions le programme et qu'il échoue? Et si les gens l'exploitaient? Nous aurons l'air d'idiots naïfs ou pire, » a ajouté Patterson. « Nous créons une culture de dépendance. Les gens s'habitueront à recevoir des choses gratuitement. » Matthew a senti une chaleur monter dans sa poitrine, mais il a gardé sa voix calme. « Avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous regardez le mauvais problème. » La pièce est devenue silencieuse. « Ce programme ne consiste pas à donner des choses, » a dit Matthew clairement. « C'est une invitation à construire une communauté. Au cours des 6 derniers mois, nous avons aidé 347 personnes. Devinez combien sont revenus pour exploiter le système. » Il a fait une pause. Aucune. Pas une seule personne. Patterson a froncé les sourcils. Impossible. Mais c'est vrai, a dit Mélène, ouvrant son ordinateur portable. Nous avons suivi chaque transaction. En fait, 68% des personnes qui ont reçu de l'aide sont revenues, non pas pour en demander plus, mais pour contribuer. Elle a tourné l'écran vers le tableau. Un tableur rempli de chiffres, de notes et d'horodatage remplissait l'affichage. Matthew a continué. Frank, le chauffeur de camion, a été aidé au Tennessee quand il est tombé en panne. Il a laissé 50 dollars dans notre fonds. Sarah Inuan, l'infirmière, manquait de 8 dollars. 3 mois plus tard, elle est revenue avec 200 dollars après avoir été promue. Il a regardé directement Patterson. Ce n'est pas un risque. C'est un investissement dans les gens et ça rapporte. Linda s'est penchée en avant. Mais si nous passons à 50 stations, 100, comment garantissons-nous la qualité? Avec une formation appropriée, a répondu Matthew immédiatement. Les employés doivent apprendre à reconnaître les vrais besoins. Ils doivent être habilités à prendre des décisions. Plus important encore, ils doivent comprendre que ce n'est pas de la charité. C'est traiter les clients comme des êtres humains. Richard, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a finalement parlé. « George, Linda, je comprends vos préoccupations, mais regardez les faits.
Rocky Mountain était notre station la plus faible. Maintenant, elle est classée 3e dans tout l'État. Il a marché jusqu'à la fenêtre, regardant Denver s'étendre en contrebas. Nous pouvons garder l'ancien modèle commercial, en rivalisant sur le prix, en réduisant les coûts, en traitant les clients comme des chiffres. Il s'est retourné, les yeux aussi vifs qu'une lame. Où nous pouvons faire quelque chose de significatif. Il a posé les 2 mains sur la table. Je choisis le significatif. 3 mois plus tard, lors d'une session de formation des gérants régionaux, Matthew se tenait devant 25 gérants du Colorado, de l'Utah et du Wyoming. Leurs expressions allaient de la curiosité au scepticisme, en passant par l'agacement pur et simple. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que c'est un coup de pub bon marché, a commencé Matthew sans hésitation. Vous pensez que j'essaie de transformer une station-service en œuvre de bienfaisance. Quelques personnes l'ont hoché la tête. Mais non, je suis ici pour vous montrer comment gagner plus d'argent. Toute la pièce a été captivée. Il y a 6 mois, j'étais juste un caissier. J'ai été viré pour avoir aidé une mère à rentrer chez elle en toute sécurité. Aujourd'hui, je suis ici parce que le programme que j'ai créé a augmenté les revenus de 31% en un trimestre. Il a fait une pause, laissant le chiffre s'imprégner. Vous voulez connaître le secret? A demandé Matthew. Ce n'est pas de donner des choses, c'est de bâtir la loyauté. Lorsque vous traitez quelqu'un comme un être humain, pas une transaction, il se souvient, il revient et il en parle à des dizaines d'autres. Un gérant au fond de la salle a levé la main. Et si quelqu'un en profite? Et alors? Matthew a haussé les épaules. En 6 mois, nous avons eu 2 cas, 2 personnes sur 387. Je peux vivre avec ce ratio. Mais écoutez, Matthew a interrompu, pas durement, mais fermement. Nous pouvons passer toute la journée à nous inquiéter des 2% de mauvais acteurs, ou nous pouvons nous concentrer sur les 98% de bonnes personnes. Je sais ce que je choisis. Après la session de formation, une jeune femme, Jessica, une gérante de Fort Collins, a approché Matthew. Monsieur Clark, cette histoire que vous avez racontée sur le fait d'être viré, cela m'est arrivé une fois, et il y a 2 ans dans une autre entreprise. J'ai aidé une femme qui ne pouvait pas se permettre d'acheter du lait pour son enfant. Ils m'ont viré immédiatement. Ses yeux ont brillé. Je pensais avoir fait la mauvaise chose, mais en vous entendant aujourd'hui. Merci de m'avoir montré que la gentillesse n'est pas une faiblesse. Matthew a posé une main sur son épaule. Ça ne l'a jamais été, Jessica. Ça a toujours été la plus grande force. Le programme Pay It Forward avait maintenant été lancé dans 47 stations Heartman à travers 4 États. Les chiffres ne mentaient pas. 200 000 $ donnés par les clients. 347 personnes aidées. Revenu moyen des stations en hausse de 28%. Taux de rétention des employés en hausse de 67%. Mais ce dont Matthew se souvenait le plus, ce n'était pas les chiffres. C'était un email qu'il avait reçu un vendredi soir. « Cher Monsieur Clark, mon nom est Sarah Enouan. Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, mais il y a 6 mois, j'étais l'infirmière à qui il manquait 8 $ pour rentrer chez elle. Aujourd'hui, j'ai été nommée directrice des soins infirmiers à l'hôpital Memorial. Et la première chose que j'ai faite a été de convaincre la direction de lancer notre propre programme, Medical Pay It Forward. Nous aidons les patients qui ne peuvent pas se permettre des médicaments, des bilans de santé ou des frais médicaux. Au cours du premier mois, nous avons déjà aidé 43 familles. Vous m'avez montré que la gentillesse crée des ondulations et maintenant ces ondulations sauvent des vies. Merci d'avoir tout commencé. Sarah Nuan, infirmière autorisée BSN. Matthew a lu l'email 3 fois. Chaque fois, sa gorge se serrait encore plus. C'était la raison, pas les revenus, pas les récompenses. Mais une infirmière à Denver aidant maintenant les autres de la même manière qu'elle avait été aidée. Le cercle de la gentillesse continuait. 5 ans se sont écoulés comme un rêve. Matthew Clark, maintenant âgé de 33 ans, se tenait devant la station-service Rocky Mountain,
l'endroit où tout avait commencé à changer sa vie. Il ne travaillait plus ici. Maintenant, il était le directeur régional des opérations, supervisant 89 stations-service à travers 6 États. Mais cet après-midi d'automne, sous la douce lumière dorée du soleil, il est revenu. À côté de lui se trouvait Ella, maintenant âgée de 11 ans, plus grande, plus vive, portant le sourire confiant d'une enfant élevée dans l'amour. « Papa, tu travaillais ici? » a-t-elle demandé, levant les yeux vers l'enseigne brillante de la station service Hartman. « C'est exact, Princess, » Matthew a souri. « Je pompais de l'essence, nettoyais les vitres et travaillais les quarts de nuit pendant 3 ans, juste ici. Et tu as été viré juste pour avoir aidé quelqu'un? » Matthew a hoché la tête. Ella est restée silencieuse pendant quelques secondes, puis a serré la main de son père. « Je suis fier de toi. Juste ça, simple, petit, mais suffisant pour que tout ce qu'il avait traversé en vaille absolument la peine. » Ils sont entrés. Davon, son vieil ami, maintenant le gérant de la station, était derrière le comptoir. Au moment où il a vu Matthew, son visage s'est illuminé. « Matt, ça fait une éternité. » Les deux se sont étreints. Pas le genre poli entre un patron et un employé, mais l'étreinte de personnes qui avaient survécu à des moments difficiles ensemble. « La station est incroyable, Devon, » a dit Matthew, jetant un coup d'œil autour. Le verre brillait, les étagères étaient rangées et tout semblait propre et chaleureux. Et juste au centre du comptoir, le panneau « Pay it forward » était toujours là, légèrement délavé, mais familier et profondément significatif. « Comment va le fond? » a demandé Matthew. Davon a souri avec fierté. 427 $ cette semaine. Hier, un chauffeur de camion a laissé 100. Il a dit qu'il avait été aidé dans le Wyoming l'année dernière et qu'il voulait le rembourser. Matthew a hoché la tête, une chaleur épanouie dans sa poitrine. Le cycle était toujours vivant. « Papa, regarde. » Ella a pointé du doigt le comptoir. Sous un petit cadran vert se trouvait une photo en noir et blanc. Matthew d'il y a 5 ans, portant son uniforme, debout devant cette même station. Plus jeune et beaucoup plus mince. En dessous se trouvait une légende, là où tout a commencé, où un petit acte de gentillesse a tout changé. Matthew a dégluti, stabilisant sa voix. « Devon, tu n'avais pas à. Je voulais. » Devon a interrompu. « Chaque nouvel employé entend cette histoire sur ce que vous avez fait et pourquoi ce programme existe. » Il a regardé Matthew droit dans les yeux. « Vous nous avez appris que la gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande force que les gens ont. » Matthew et Ella étaient assis dans la voiture, aucun d'eux n'ayant démarré le moteur. Ella l'a regardé, son visage inhabituellement sérieux. « Papa, je peux te demander quelque chose? »« Bien sûr, princesse. Si ce jour-là tu n'avais pas aidé Mademoiselle Mellon, qu'est-ce qui se serait passé? » Matthew s'est penché en arrière contre le siège, réfléchissant un instant. « Peut-être que je serais encore au chômage, encore en train de me débattre pour rembourser mes dettes, encore inquiet de savoir comment prendre soin de toi. » Ella l'a regardé droit dans les yeux. « Mais tu l'aurais quand même aidé, n'est-ce pas? Même si tu savais que tu serais viré. » Matthew a souri doucement. Cet enfant comprenait bien plus que son âge. « Oui, » a-t-il dit doucement, « je l'aurais quand même, parce que certaines choses comptent plus qu'un travail. Quand tu vois quelqu'un qui a vraiment besoin d'aide et que tu as la capacité d'aider, tu le fais, quel qu'en soit le coût. » Ella a hoché la tête, puis a ouvert son sac à dos. Elle a sorti une petite enveloppe. « C'est mes économies, 47 $. Je veux les mettre dans le fond. » Le cœur de Matthew s'est serré, puis a éclaté de fierté. « Tu es sûr? Tu économisais pour acheter un vélo. » Ella a secoué la tête fermement. « Le vélo peut attendre, mais quelqu'un là-bas ne le pourra peut-être pas. » Matthew a serré sa fille dans ses bras. Il ne comprendrait jamais comment il s'était retrouvé avec une enfant aussi remarquable. « Grand-mère serait si fière de toi, » a-t-il chuchoté. Soudain, une vieille voiture est entrée sur le parking. Une jeune femme est sortie, le visage fatigué, anxieux. Sur le siège arrière, un enfant dormait recroquevillé dans une fine couverture. Elle s'est dépêchée d'entrer,
directement au comptoir où Devon se tenait. Excusez-moi, j'ai besoin d'aller à Colorado Springs, mais je n'ai que 12 dollars. Assez pour, Devon a souri. Pas le genre poli, mais le sourire de quelqu'un qui comprenait exactement ce qu'elle traversait. C'est bon, a-t-il dit doucement, ouvrant la boîte de Pay It Forward. Nous allons vous aider. De combien avez-vous besoin? Sa voix a tremblé. 25 dollars. Cela me ramènerait à la maison. Alors rentrez chez vous en toute sécurité, a dit Devon. Souvenez-vous juste que quand vous le pourrez, aidez quelqu'un d'autre. La femme a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues. Je le ferai. Je promets. Un petit acte de gentillesse peut sauver une vie, et cette vie en sauvera une autre. Ce cycle ne se terminera jamais. Aujourd'hui, si vous pouvez être celui qui commence le cycle, rejoignez-nous pour diffuser des histoires significatives en cliquant sur j'aime et s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour que votre journée commence avec une histoire remplie de gentillesse et de compassion.